C'était un vendredi soir. Il était 19h, je rentrais du boulot. Une pluie fine, portée par le vent, trempait mon visage, me forçant à l'essuyer avec un mouchoir à intervalles réguliers. Je me frayais rapidement un chemin parmi les quelques piétons qui sillonnaient le trottoir. J'essayais le plus possible de rester du côté gauche, collé au bâtiment, l'autre bord étant abondamment arrosé par le passage des voitures dans les flaques d'eau. Les yeux à demi fermés, éblouis par les phares et les néons éclairant puissamment les vitrines des différentes agences immobilières, boutiques de vêtements, bars, librairies, je me hâtais vers mon immeuble. À l'occasion d'arrêts fréquents au feu rouge des carrefours, j'observais les bus bondés qui passaient devant moi. Les passagers, compressés derrière les vitres couvertes de buée, tombaient les uns sur les autres au moindre coup de frein. Par dégoût de ces situations, je m'étais refusé cette option comme moyen de rentrer chez moi, préférant largement affronter le temps pluvieux. Je commençais à regretter cette initiative alors que mes chaussettes s'imbibaient petit à petit d'eau. L'idée d'arrêter un taxi m'est brièvement passée par la tête, mais ceux qui zigzaguaient au milieu des files de voitures avaient tous leurs lampes éclairées de rouge. Et de toute façon, mon porte-monnaie criait famine. Le feu passait au vert et je m'élançais de nouveau à travers l'enfilade de rues, désormais abandonnée par mes confrères piétons. Après avoir tourné au coin d'une rue, je dus ralentir mon allure, ayant manqué de tomber à 2 reprises. Le trottoir était gras, glissant, et mes semelles ne semblaient plus pouvoir éprouver aucune adhérence au béton. Je marchais donc plus prudemment. Mon pied glissait parfois vers l'avant ou l'arrière, et je devais faire preuve d'adresse pour ne pas me retrouver à jaisir sur le sol trempé. Quoique, à présent j'ignorais qui était le plus mouillé entre mon éponge et lui. Et je l'appelle éponge parce que imperméable, ça ne semble pas la qualification adaptée. Ça ne devait servir qu'à orner l'étiquette de la boutique dans laquelle je l'avais acheté. Occupé à trouver un nouveau nom au poids mort que je traînais sur les épaules, j'ai failli me vautrer dans une flaque. Reprenant mes esprits et tâchant de ne plus avoir de pensées distrayantes, j'ai poursuivi mon chemin. J'étais bientôt arrivé et les fenêtres éclairées d'une chaleureuse lumière jaune permettaient de garder espoir, me disant que, dans une dizaine de minutes, c'était à mon tour d'être confortablement installé dans le salon. M'étant bêtement arrêté pour contempler l'intérieur d'un appartement que me laissait voir une fenêtre, je n'avais pas prêté attention à une berline qui en a profité pour copieusement arroser mon pantalon, considérant sans doute qu'il était trop sec. J'ai repris mon chemin, plus dépité qu'en colère. La pluie avait redoublé d'intensité, mais à vrai dire, je ne constatais aucune différence, tant mes vêtements étaient gorgés d'eau. Pour éviter de penser à mon état, j'ai orienté mes esprits vers la soirée en perspective. Je me serais bien fait un petit film, tranquillement installé dans mon fauteuil, au chaud, après avoir mangé, tiens, pourquoi pas un plat asiatique. Des nouilles sautées, par exemple. Ça faisait longtemps que je n'avais pas cuisiné. Et puis, pourquoi pas un verre de vin avec? Et attends, qu'est-ce qui peut bien accompagner des nouilles sautées? Du blanc? Non, plutôt du rosé. Ah, j'ai hâte d'être au chaud. Plongé dans mes pensées, malgré les réprimandes que je m'étais moi-même adressées, je n'avais pas remarqué que j'avais atteint ma destination. Mon appartement était là, devant moi. Il était là, mais dans un désordre épouvantable. J'ai tout d'abord pensé à un cambriolage, mais cette idée a vite été éliminée de mon esprit. L'acte de vol ne semblait pas convenir à ce que je voyais. Si l'appartement avait été mis à sac, il ne ressemblerait pas à ça. Non, quelque chose d'étonné, c'était trop ordonné, organisé, placé. Et puis le noir et blanc. Oui, surtout ça. La pluie qui avait abandonné mes pensées quelques instants s'est abattue sur moi, plus violemment encore qu'auparavant. Mon regard a décrit un cercle pour saisir plus exactement la scène. J'étais toujours dehors. Je m'étais inconsciemment arrêté devant une vitrine. De l'autre côté de la paroi de verre, une dizaine de personnes étaient tournées vers moi et me fixaient d'un air confus. C'était compréhensible si on prenait en compte la vision qu'ils avaient face à eux. Une sorte de vagabond, un être hybride, mi-homme, mi-serpillière, des cheveux plaqués sur le front, des épaules affaissées par le poids des vêtements trempés, un visage hagard, des yeux injectés de sang, et qui était resté là, à fixer l'intérieur de la pièce pendant de longues minutes. J'ai tenté un sourire maladroit pour montrer que j'étais conscient de l'image que je renvoyais. Et la femme la plus proche de la vitre a eu un mouvement de recul. Décidément, la sincérité de mon expression n'a pas semblé la convaincre. Mon regard a quitté son visage et a cherché mon appartement. Entre les silhouettes qui peuplaient la pièce, je voyais plusieurs toiles maculées de brusquelons colorés, des objets chromés posés sur des piédestaux,
des agrandissements photographiques aux couleurs saturées de sujets flous en mouvement, et enfin mon appartement. Plutôt une photo de mon appartement, en noir et blanc. Je reconnaissais parfaitement le salon. Le mur opposé à l'entrée avec sa fenêtre et ses rideaux en tulle qui laissent deviner l'extérieur. À la place de mon fauteuil, qui est habituellement au milieu de la pièce, il y avait un amoncellement d'objets que je ne parvenais pas à identifier de là où j'étais. J'ai un temps hésité à entrer et à me rapprocher pour mieux voir. Je pouvais revenir le lendemain, plus présentable. Mais j'avais peur que la photo disparaisse, vendue ou simplement produit de mon imagination. Je n'ai pas trop tergiversé. Je ne tenais pas à rester dehors sous la pluie, à être observé comme un animal de zoo coincé derrière sa vitre. J'ai donc poussé la porte, sous le regard horrifié des occupants de la galerie d'art. Bonjour. J'ai fait quelques pas à l'intérieur de la pièce, laissant des traînées d'eau à ma suite, comme un gigantesque castor qui remonterait sur la berge. Cela dit, je me sentais plus comme un poisson qui aurait choisi de poursuivre sa vie sur la terre ferme. Les discussions se sont tues et la petite assemblée a reflué vers le fond de la salle, comme un seul homme. Ils m'observaient avec crainte, triturant nerveusement la jambe de leur flûte de champagne. J'aurais souhaité les rassurer sur ma nature complètement humaine, sur ma correspondance à leur espèce, mais je craignais que si j'ouvrais la bouche, à la place des mots sortirait un flot d'eau. Je me suis donc contenté d'approcher de la photographie de mon salon. J'essayais d'amoindrir le plus possible les bruits de succion de mes chaussures, mais le silence qui régnait ne paraissait pas vouloir m'aider dans cette tâche. Je me suis légèrement incliné en avant, les mains jointes dans le dos, en prenant un air inspiré, comme j'avais vu faire les amateurs d'art dans les musées. Je pouvais à présent mieux voir les détails de la photographie. Dans un premier temps, j'ai pu constater que c'était bel et bien mon appartement qui était représenté. Je reconnaissais le parquet au vernis craquelé, la peinture écaillée là où la plinthe rejoignait le mur, et le platane dont quelques branches restaient visibles malgré le tas devant la fenêtre. Ce que j'ai pu observer dans un deuxième temps, c'est que les objets qui constituaient l'amoncellement n'étaient pas les miens. Je ne les voyais pas tous, certes, seulement ceux de la couche extérieure, mais aucun de ceux-là ne m'appartenait. Il y avait un pot en terre cuite, un téléphone à cadran, une statuette en porcelaine, un flacon de parfum vide, un ventilateur, un chapeau en feutre, un livre au lieu de cuivre, un encrier, une tasse en fer blanc, une horloge ronde. En bref, tout un conglomérat d'objets du quotidien sans rien de très insolite, si ce n'est quelques objets démodés. Un pas assuré et svelte a brisé le silence. Avisant que celui-ci venait pour moi, je me suis redressé et tourné vers sa provenance, le fond de la galerie. Un homme de petite taille, énergique, des lunettes rectangulaires à monture métallique sur le nez, bien habillé comme tout le reste des visiteurs, se dirigeait vers moi. Je l'ai attendu avec un sourire aimable. Il s'est arrêté, a jeté un coup d'œil en arrière vers les clients, puis m'a regardé. « Je peux vous aider ?» Ah, non, tout va bien. Je regarde juste cette photo. Je vois qu'elle a attiré votre attention. Je vais devoir vous demander de partir. Il s'agit d'un vernissage privé. Mes hôtes sont très embarrassés par votre comportement. Désolé, j'ai juste été très intrigué par cette photo. Elle a été prise dans mon appartement. Je vois. Est-ce que son photographe est là ce soir ? J'aimerais lui parler. Non, il n'est pas là. Partez à présent. Est-ce que vous auriez un moyen d'entrer en contact avec lui ? L'homme s'est nerveusement retourné vers le groupe, qui observait la scène avec agacement. Il m'a pris par la manche de mon impair trempé, non sans un certain dégoût, et a commencé à me conduire vers la porte, sans un mot. Est-ce que je peux repasser un autre jour ? Demain ? La photo sera toujours là demain. Oui, revenez demain. Ce sera très bien. Il a ouvert la porte et m'a poussé dehors avec fermeté. Mon pied a manqué de déraper sur le trottoir et je me suis rétabli tant bien que mal. Je me suis retourné. La porte s'était refermée et le petit homme conviait ses invités à profiter de nouveau des œuvres. Il se dispersait lentement, avec méfiance, à travers la galerie. L'homme s'est retourné et m'a fusillé du regard. Je n'ai pas répondu et j'ai repris ma route. La pluie s'était calmée, elle était de nouveau fine.
Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai immédiatement filé me laver. Amusante idée de troquer l'eau de la pluie contre l'eau de la douche. Une fois séché pour de bon, je me suis évertué à préparer le repas que je m'étais promis. Mais la soirée devant un film que j'avais prévu me semblait peu viable. Mon esprit était trop préoccupé par un détail en particulier. Les rideaux en tulle qui encadraient la fenêtre que l'on voyait au deuxième plan de la photographie. Leur présence me mettait mal à l'aise. Le fait est que je les avais choisis personnellement il y a quelques mois de cela, pour remplacer des rideaux occultants que je trouvais trop austères. J'étais frappé par l'irréalité de la situation. Quelqu'un s'était introduit chez moi, avait déplacé mes meubles, avait amené et disposé un tas d'objets disparates, pris en photo cette installation, tout remis en place et était parti, sans que je m'en sois aperçu, du moins jusqu'à aujourd'hui. Cela avait pu se produire il y a 2 jours ou il y a 6 mois. Des dizaines de questions me traversaient l'esprit. Pourquoi chez moi ? Et depuis quand ce projet était en préparation ? Combien de personnes avaient été mobilisées ? Et d'où provenaient ces objets ? Comment était-on rentré chez moi ? Et était-ce prévu que je voie cette photographie ? Est-ce que c'était une blague à mon encontre ? Je ne trouvais réponse à aucune d'entre elles dans l'immédiat. Pour tenter d'en savoir plus sur ce qui s'était produit, je me suis mis en tête de trouver d'éventuelles traces qu'auraient laissées les objets sur le sol. J'ai décalé le fauteuil et me suis agenouillé. À la lumière du plafonnier, j'ai inspecté le parquet. Il y avait des rayures dans le vernis. Il y en avait d'autres ailleurs, c'est vrai, mais j'avais la sensation qu'elles étaient plus nombreuses là où on avait posé la masse d'objets. En repensant à ceci, je me suis dit qu'il valait mieux que je vérifie qu'aucun d'entre eux n'avait été laissé sur place. J'ai commencé par ma chambre. J'ai examiné chaque objet, en ouvrant chaque meuble et en tentant de visualiser lequel avait pu être présent sur la photo. Je n'ai rien trouvé. Je suis passé à la salle de bain. Il y avait moins de détails à observer et j'ai donc vite fini avec cette pièce. Le plus dur restait à faire, avec le salon et la cuisine ouverte. C'était là où il y avait le plus d'éléments, entre ceux destinés à la décoration, les ustensiles de cuisine, les récipients, l'électroménager, ou encore les livres. C'est par ces derniers que j'ai débuté mon inspection. Je les ai fixés, un par un, en tentant de me rappeler si la texture, le texte sur la tranche, la teinte, le format pouvaient correspondre à ce qui apparaissait sur la photo en noir et blanc. Je suis resté 2 bonnes minutes à examiner sous tous ses angles un recueil de nouvelles de Pirandello. Il me semblait que sa couverture beige au coin corné reposait sur la pile d'objets proche du sommet, au-dessus d'un chapeau en feutre. Je l'ai mis de côté, incertain. J'ai poursuivi la vérification de ma bibliothèque. La plupart étaient des ouvrages récents et ne s'accordaient pas vraiment à l'aspect vieilli des objets de la photo. Les décorations du salon ont vite été expédiées, il y en avait peu. J'ai envisagé d'ajouter mon ficus au livre de Pirandello, mais le pot en terre cuite que j'avais remarqué sur le tirage semblait propre et vide. Au moment de m'attaquer à la cuisine, j'ai eu un moment de doute. Je l'ai rapidement chassé et me suis attelé à finir ce que j'avais entrepris depuis maintenant une bonne heure et demie. J'ai commencé par sortir les poêles et les casseroles, à les tourner dans tous les sens pour essayer de trouver un angle qui aurait pu figurer sur le cliché, mais aucun ne m'a satisfait et je les ai délaissés pour m'occuper des couverts. Tous du même modèle, relativement neufs. J'ai passé en revue les verres, les assiettes, les saladiers, les tupperwares, le micro-ondes, le grille-pain, la planche à découper, tout, de l'éplucheur de légumes au film plastique et aluminium. J'ai mis de côté la passoire, dont la silhouette flottait dans mon esprit, mais sans que je ne puisse clairement identifier sa position sur la photo. Il ne me restait plus qu'un placard à explorer. Il ne contenait quasiment que des ingrédients, tels que des pâtes, du riz ou de la semoule. Il n'y avait qu'un rouleau à pâtisserie et un moule sur les 2 premières étagères. J'ai dû monter sur une chaise pour atteindre la dernière. J'ai poussé les boîtes de farine, de sucre, les sachets de levure et les pots d'épices. Derrière tout cela trônait un mixeur autrefois blanc qui avait jauni. Je l'ai rapproché de la lumière et l'ai retourné entre mes mains. Non, il n'apparaissait clairement pas sur l'image en noir et blanc. Je l'ai remis au fond du placard et j'ai commencé à replacer les boîtes devant. Alors que je m'apprêtais à décaler la boîte de farine à côté de celle du sucre, je me suis interrompu. J'ai saisi une nouvelle fois le mixeur et l'ai tiré hors du placard pour le réexaminer. Il n'était pas sur la photo.
C'était sûr et certain. Mais quelque chose me tracassait à son sujet. Après un coup d'œil autour de moi, j'ai de nouveau porté mon attention sur l'objet que je tenais entre les mains. C'était ça. Je n'avais jamais vu ce mixeur de ma vie. Je ne l'avais pas acheté. Il n'était pas dans l'appartement lorsque j'avais emménagé. Rien n'expliquait sa présence au fond de mon placard. Je l'ai posé sur le plan de travail et reculé de quelques pas. C'était peut-être dû à mon constat, mais il semblait détonner dans ma cuisine. Comme si quelqu'un avait découpé le mixeur dans un magazine et l'avait collé ici. J'ai de nouveau jeté un œil autour de moi. Plusieurs objets semblaient subir le même phénomène. C'étaient des objets qui n'étaient pas présents sur la photo, mais que je n'avais jamais vus auparavant chez moi. Cette salière à ce poivrier, par exemple. Ce verre en plastique rouge. Cette boule à thé. Frappé par cette réalisation, je suis revenu en arrière sur tous les objets que j'avais pu observer jusque-là. Je me suis refait mentalement toute la soirée. Combien d'entre eux n'avais-je en réalité jamais vu sans m'en rendre compte ? Je suis revenu en trompe dans ma chambre, là où je n'avais rien trouvé, et me suis remis à fouiller. Placard, tiroir de bureau, table de chevet, étagère. Dans l'éventualité folle qu'un objet se soit glissé entre eux, j'ai déplié les vêtements, dérangé les piles de feuilles et défait les draps du lit. Je suis resté bredouille. Je suis sorti de la chambre pour y revenir immédiatement après. La pièce me paraissait bizarre. Comme surgi d'un autre monde où tout était factice. Quelque chose clochait, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. La forme du lit était normale, les portes du placard s'ouvraient comme à leur habitude, la table de chevet faisait la même hauteur, le bureau occupait sa place de tous les jours, et pourtant, qu'est-ce que ça pouvait bien être ? L'espace qu'ils prenaient n'avait pas changé, et leur dimension non plus. Peut-être que j'avais l'œil perturbé par ce que pensait le cerveau. Je suis resté un instant sur le seuil, regardant le bazar qui jonchait le sol de la pièce. J'ai éteint la lumière. Tout paraissait plus familier à présent, avec la lueur provenant du salon. J'ai rallumé la lumière. De nouveau, cette impression d'irréalité avait saisi la chambre. J'ai encore actionné l'interrupteur pour être certain. C'était bel et bien la lumière qui servait cet aspect. J'ai levé les yeux vers le plafonnier, et il m'était totalement inconnu. Rond, en plastique fumé et PVC blanc, jetant un éclairage plus froid qu'à l'accoutumée sur les meubles. Je suis revenu au salon. Après un regard pour englober la bibliothèque, je me suis rapproché des étagères et j'ai sorti les livres un à un de leur emplacement, examinant la couverture, la tranche et le dos. Alors que j'avais fait l'effort de remettre les 3 ou 4 premiers dans leur position initiale, j'ai vite abandonné l'idée pour les laisser choir au sol. Ayant fini le premier étage, j'ai attaqué le deuxième, puis le troisième, jusqu'au 5e et dernier. Je me retrouvais donc avec une pile de livres à mes pieds, sans qu'aucun ne m'ait interpellé. Calmé par cette dépense d'énergie, j'ai repris les ouvrages un par un pour les ranger sans me soucier de l'ordre. Le tas diminuait à vue d'œil. Alors que je saisissais une anthologie d'Apollinaire, j'aperçus, dans l'interstice laissé par 2 romans, une matière rouge et légèrement luisante. J'ai posé l'anthologie et j'ai repoussé les 2 romans. C'était le livre que j'avais vu sur la photo, relié dans un cuir couleur bordeaux. La vision de celui-ci, enfoui sous une dizaine d'autres, a fait ressurgir le doute que j'avais eu plus tôt. Il concernait la composition du tas. Je n'avais vu que sa couche externe, et j'ignorais totalement ce qui constituait la majeure partie, l'intérieur. Chaque chose que j'avais éliminée jusque-là pouvait en réalité être en dessous, au cœur de l'amoncellement. Il y avait parfaitement sa place. Et si les objets à l'extérieur m'étaient inconnus, qu'est-ce qui prouvait que ce plus en profondeur l'était aussi ? Le lendemain matin, j'avais décidé d'aller interroger mes voisins. C'était chose vaine, aucun d'entre eux n'avait remarqué quoi que ce soit. Étrange, mais je ne m'étonnais plus. Il ne me restait plus qu'à retourner à la galerie d'art. La météo était plus clémente en cette matinée. Quelques nuages blancs parsemaient le ciel bleu. Il faisait bon et le soleil chauffait agréablement les passants. Le trajet a été bien plus commode que la veille. J'avais passé une mauvaise nuit que ce beau temps atténuait un peu. Je suis arrivé dans la rue de la Galerie. J'ai ralenti le pas, vérifiant ma tenue. Je souhaitais gagner la sympathie de l'homme qui m'avait mis à la porte hier, et être présentable me semblait être un premier point idéal. J'ai pris une grande inspiration et franchi les quelques mètres qui me séparaient de la devanture avec un pas assuré. La galerie était fermée et vide.
Un rideau de fer grillagé me séparait de la vitrine. Les tableaux avaient été décrochés, les statues ôtées des piédestaux. Les photos étaient elles aussi manquantes. J'ai scruté la paroi de verre à la recherche d'une quelconque information pour contacter le propriétaire, mais rien. J'ai traversé la rue pour aller me renseigner au concessionnaire automobile qui faisait face à la galerie. L'homme qui était assis au bureau a affiché une expression étonnée lorsque j'ai mentionné le vernissage d'hier. Selon lui, l'endroit était habituellement vide, et la veille ne faisait pas exception. Il m'a conseillé de m'informer auprès de l'agence immobilière plus haut dans la rue. Je l'ai remercié, et j'ai suivi son conseil. Néanmoins, ils n'ont pas pu m'aider davantage, et chercher sur internet n'a pas été une solution non plus. Je suis rentré chez moi, démotivé. Après quelque temps, j'ai fini par me dire que c'était une histoire, certes extraordinaire, mais dont je n'aurais jamais la possibilité de connaître les tenants et aboutissants. Évidemment, les nuits qui ont suivi ont été épouvantables. Trop de questions trottaient dans ma tête. Mais si le sommeil a fini par revenir, chaque fois que je repensais à cette photographie, un serrement au cœur arrivait et un malaise m'envahissait. J'ai tenté plusieurs techniques pour essayer d'atténuer le plus possible les occasions de me souvenir. Par exemple, j'ai enfoui tous les objets inconnus que j'avais découverts dans un trou au milieu de la forêt. J'ai changé la configuration de chaque pièce, dans la mesure du possible. Le fauteuil a été vendu et remplacé par un petit divan. La bibliothèque a été déplacée de l'autre côté du salon. Je repeins les murs d'un jaune plus chaleureux. J'ai mis une couche de vernis toute neuve sur le parquet. J'ai revu le rangement de mes vêtements dans le placard de ma chambre. J'ai essayé de changer le plus de choses possible pour me créer des nouveaux souvenirs qui, avec un peu de chance, envelopperaient ceux de cette soirée. Pour me rendre au travail, j'empruntais à présent un nouvel itinéraire. Il me fallait plus de temps pour arriver à destination, mais au moins j'évitais de passer devant la galerie d'art. Au fond de moi, je nourrissais cependant le souhait de parvenir à un dénouement, pour m'exorciser en quelque sorte. J'avais l'espoir fou que le photographe me contacte un jour pour m'expliquer tout cela, s'excuser et me remercier pour la contribution à son œuvre. Au bout de 2 mois, j'ai arrêté de penser systématiquement à la photo, grâce à ma prise de nouveaux repères qui remplaçaient les précédents. Ce changement au niveau des habitudes s'est répercuté sur ma personne. J'avais décidé de plus profiter de la vie, comme lorsqu'on sort d'une période de maladie. L'air me paraissait plus transparent, l'eau plus fraîche, la nourriture plus savoureuse, les feuilles plus vertes. J'essayais d'adopter ce regard neuf sans jamais qu'il ne périme. Finalement, cet événement m'avait été bénéfique. Je me posais tout de même la question, tard dans la nuit quand j'avais du mal à m'endormir, du pourquoi du comment de cette histoire. Quelle serait ma réaction si je venais à savoir ce qui s'était réellement passé ? L'interrogation résidait dans ma capacité à passer outre ou à replonger dans l'affolement des premiers temps. La réponse m'est venue l'année suivante. Je venais de déménager il y a quelques mois et on était maintenant au printemps. J'étais sorti me promener, l'un de mes rares moments de répit avec tout l'administratif que j'avais à gérer. J'ai flâné au parc, déambulé au centre-ville où j'habitais désormais, acheté quelques babioles dans un magasin. J'avais notamment pris une horloge que je comptais accrocher dans ma cuisine. Je longeais à présent les grilles du parc en regardant distraitement les grands arbres. À ma droite, la file de voitures avançait lentement. De la musique ou des voix s'échappaient des vitres baissées. Malgré les embouteillages, les conducteurs étaient détendus. Un klaxon fusa tout de même, agressant mon oreille. C'était un taxi, la lampe éclairée de rouge. Le conducteur, penché à la fenêtre, essayait de voir le bout de la colonne de véhicules. Un vif mouvement agacé sur la banquette arrière a attiré mon attention. À travers le verre fumé de la vitre, j'ai aperçu un éclair argenté qui m'a semblé familier. Je me suis penché, les mains sur les genoux. L'occupant se tordait à la recherche d'une position agréable. Son visage m'est apparu en esprit sans que je ne puisse le resituer dans un contexte précis. Je n'arrivais pas à me rappeler si c'était une ex-collègue, ou une professeure que j'avais eue, ou encore une comédienne que j'avais vue dans un film, ou simplement une kidam dont la face m'évoquait rarement quelque chose. Et puis ça m'est revenu. C'était la femme qui se trouvait dans la galerie d'art, celle qui avait eu un mouvement de recul lorsque je lui avais souri alors complètement trompé. Elle arborait actuellement la même expression de dégoût qu'affichait son visage, et qui ne l'avait pas quitté à partir du moment où j'étais entré dans le lieu d'exposition. La file de voitures s'est remise en mouvement. Je suis resté immobile, tandis que le taxi s'éloignait de quelques mètres avant de s'arrêter à nouveau. J'hésitais. Devais-je laisser cette histoire derrière moi définitivement ? Ou devais-je saisir cette chance de potentiellement en apprendre plus ?
La circulation était en train de se fluidifier. Le taxi venait de tourner à l'angle de la rue. Une image flotta devant mes yeux. Le tas d'objets n'était désormais plus en noir et blanc, mais en couleur, éclairé par la lumière froide du plafonnier qui était apparu dans ma chambre. Le décor n'était plus mon ancien salon au parquet abîmé, mais mon nouvel appartement et son sol carrelé. La pièce a petit à petit laissé place à la rue de nouveau. Des formes restaient cependant imprimées sur ma rétine, comme lorsqu'on fixe une lumière un certain temps. Le champ de vision à moitié bouché par les restes de ma vision, j'ai couru maladroitement à la suite du taxi. Il avait activé son clignotant, tout au bout de l'avenue. Alors qu'il disparaissait derrière un bâtiment, j'ai accéléré, bousculant les passants qui, comme moi quelques minutes auparavant, s'attardaient devant les vitrines. J'ai essuyé quelques cris outrés, des insultes. Un homme m'a même accompagné dans ma course sur une 50aine de mètres avant d'abandonner. J'ai franchi l'angle de la rue. Le taxi était arrêté au feu rouge. Je suis arrivé à sa hauteur et j'ai toqué à la vitre arrière. La passagère s'est tournée vers moi. C'était bien elle. Elle a de nouveau eu un mouvement de recul. Je ne savais pas si elle m'avait reconnu ou non. La scène devait pourtant être assez similaire. J'avais le visage baigné de sueur, les cheveux dressés sur la tête, la bouche ouverte pour reprendre mon souffle. La femme a reculé sur son siège en parlant nerveusement au conducteur. Celui-ci s'est tourné vers moi et m'a fait signe de partir. J'ai répondu en mimant le geste de baisser la vitre. Il a froncé les sourcils. J'ai réitéré mon geste à l'intention de la passagère auquel j'ai ajouté mes mains jointes comme pour une prière. Hésitant, elle a hoché la tête. La vitre s'est abaissée de quelques centimètres. À travers cet interstice, j'ai dit d'une voix pressée, un œil fixé sur le feu piéton qui venait de passer au rouge. « Je dois vous parler, c'est très important pour moi. » L'hésitation était encore présente dans son regard. Elle s'est néanmoins redressée sur son siège. Elle a plissé les yeux. Elle a semblé se souvenir de moi puisque ses yeux se sont agrandis. Elle s'est raclé la gorge, réajusté son tailleur et a tendu sa main vers la poignée. Elle a suspendu son mouvement. Le feu est passé au vert. Elle m'a fixé dans les yeux. Je lui ai rendu son regard. Ça a semblé la convaincre, elle a ouvert la portière. Je me suis glissé sur la banquette arrière et le taxi a démarré. Vous êtes l'homme qui était au vernissage l'an dernier ? J'ai acquiescé. J'avais décidé d'aller droit au but. C'est à ce propos que je dois vous parler. Il faut absolument que je retrouve celui qui l'a organisé. Vous allez être déçu. Je ne le connais pas. Mais il vous y a pourtant invité. Vous savez, je reçois des tas d'invitations à des vernissages, des conférences, des cocktails. Je ne suis pas toujours très regardante sur qui m'invite. L'homme à lunettes, celui qui m'a mis dehors, vous ne le connaissez pas ? Non ? Et vous êtes revenu à la galerie ? Oui, dès le lendemain. Elle était vide. Après, je ne suis plus repassé devant. On est resté muet quelques minutes. Vous ne connaissiez aucune autre personne présente au vernissage ? Non. J'ai bien discuté avec quelques-unes d'entre elles, mais je n'ai pas gardé contact. Le taxi était arrivé à destination. Il s'était arrêté sur le côté de la route. Vous savez, je pense que vous devriez retourner à la galerie. Par précaution. J'ai hoché la tête. Je savais que c'était ce que je devais faire, mais pas maintenant. Je me suis rendu à la galerie quelques semaines plus tard. Passer par un chemin que j'avais évité pendant près d'1 an et demi était bizarre. C'était comme emprunter un tunnel où le temps était figé depuis. Rien n'avait changé. Les boutiques étaient les mêmes. Je reconnaissais les fissures et les taches sur les bâtiments. Mes pas se rappelaient parfaitement de l'allure à adopter pour slalomer entre les piétons. Un sentiment de nostalgie m'envahit lentement. La terreur qui m'avait fait éviter cet itinéraire pendant des mois et des mois semblait à présent risible. J'aurais presque voulu reprendre ma vie telle qu'elle était 2 ans auparavant, avant l'incident. C'était peut-être un sentiment conservateur où je souhaitais revenir à cette période par confort, parce que je savais que rien de mal ne m'arriverait. Ce n'était pas le cas du présent, dans lequel j'étais confronté à l'avenir, incertain, imprévisible, et donc effrayant. Plongé dans ces pensées, je me suis rendu compte que je m'étais arrêté au milieu du trottoir, comme je l'avais fait pendant la fameuse soirée. C'était quelque chose qui ne m'était pas arrivé depuis, même lorsque j'avais été plus en confiance dans mon nouveau quotidien. J'ai été un peu décontenancé par le changement de mentalité qui s'était opéré dans mon esprit en si peu de temps.
Peut-être que la perspective d'avoir le fin mot de l'histoire m'apaisait, anesthésiait mes craintes passées. J'ai repris mon cheminement. La nuit tombait. Les réverbères venaient de s'allumer, les commerces fermés et les fenêtres des appartements s'illuminaient tandis que seuls des bureaux s'obscurcissaient. Les vitrines elles aussi s'éclairaient. Elles ne m'aveuglaient plus comme avant, mais baignaient le trottoir dans une lueur aseptisée. Je suis arrivé devant la galerie d'art. Elle était toujours vide. Néanmoins, les néons au plafond étaient allumés et le rideau de fer avait été levé. Sur le trottoir d'en face, un camion était garé devant le concessionnaire. Une demi-douzaine d'hommes, silencieux, sortaient de la remorque en portant avec prudence des caisses en bois. Ils acheminaient ensuite jusque dans le lieu d'exposition. Je me suis assis sur la dalle qui surélevait la galerie d'art et je les ai regardés travailler en attendant la suite. C'était une fiction radiophonique écrite et réalisée par Maxime Poirier avec le soutien et l'aide précieuse de Radio Campus Orléans 88.3 FM. Dans le rôle principal, Valentin Hiverneau, que vous pourrez retrouver sur Instagram valen.yvern. Dans le rôle du galeriste Stéphane Collin, son site internet colinvoixoff.com. Et dans le rôle de la cliente du vernissage Virginie Lelon, que vous pouvez retrouver sur Instagram LVI-La Voix Positive ou dans le podcast La Voix Positive sur Deezer ou Spotify.